Bonsoir. Même s'ils ne sont pas revenus en force, les syndicats ont-ils, même s'ils n'ont pas obtenu la victoire espérée dans le combat contre la réforme des retraites, les syndicats sont-ils revenus en force? Ça y est, j'y suis arrivé. C'est la question qu'on se pose ce soir. Ont-ils gagné des adhérents dans ce combat social? Sont-ils redevenus incontournables? On en débat avec mes invités. Pauline Salingue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes syndicaliste CGT Santé au CHU de Toulouse, un parlementaire de la majorité avec nous également, Benoît Mournet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance du département des Hautes-Pyrénées. Et puis enfin, Joanne Bedel-Navarro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT Cheminots en Occitanie. Alors, pour bien planter le décor, est-ce qu'on peut estimer quand même que les organisations syndicales avaient perdu du terrain ces dernières années ou pas? Eh bien, allons-y. Avait perdu du terrain, oui et non. C'est-à-dire qu'on a quand même mené énormément de bagarres sur les dernières années, notamment des bagarres locales, on va dire sectorielles. Nous, pour prendre l'exemple de l'hôpital, à chaque grève, on gagne des adhérents, on gagne des militants. Là, la spécificité de cette mobilisation cette année, c'est que on a eu une intersyndicale unie, et que au-delà de l'appartenance syndicale à telle ou telle organisation, la prise de conscience qu'on voit au niveau de notre collègue, c'est la nécessité de s'organiser. Et nous, c'est vers ça qu'on veut pousser, et c'est pour ça que oui, plus 60%, plus 80% d'adhérents et de militants syndicalistes dans cette mobilisation. C'est ça la particularité cette année, et ça continue. Le reproche qui a souvent été fait à Emmanuel Macron, c'était de ne pas associer les syndicats dans le dialogue social. Oui, alors il ne faudrait pas, je pense, résumer le travail des syndicats uniquement au moment, on va dire, de conflit. Et moi, je trouve que le retour en force que vous avez cité est une excellente nouvelle. Parce que ces dernières années, il y a eu quand même des dizaines, des centaines d'accords dans les entreprises, au niveau de l'entreprise, au niveau des branches et même au niveau national interprofessionnel qui sont signés. Parfois, la négociation sociale, le dialogue social prend du temps. Mais au niveau de nos responsabilités, nous autres, les parlementaires, le fil du dialogue avec les partenaires sociaux n'a jamais été rompu. Et je peux le témoigner par exemple sur les travaux de la loi travail, auxquels je participe tous les mardis matins. Et nous avons reçu à plusieurs reprises les syndicats. Et je veux citer juste un exemple, l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur qui a été signé le 10 février, donc en plein conflit par ailleurs sur la réforme des retraites, et qui va être transcrit dans la loi en copier-coller, puisque c'est la demande des partenaires sociaux et que nous faisons confiance aux partenaires sociaux. Juste, si je peux me permettre, juste au niveau de l'ANI, c'est justement l'exemple en fait de quand il y a une réelle discussion et qu'à un moment donné on arrive à poser des choses sur la table et qu'on est réellement écouté, qu'il y a une réelle concertation. J'insiste beaucoup sur ces mots-là, hein, réelle concertation. Il n'y a pas eu juste des diapositives de passé, il y a eu à un moment donné une possibilité de modifier les textes. Et là, c'est pour ça que nous, du coup, la CFDT, on l'a signé. Là, le conflit qu'on a actuellement sur les réformes des retraites, on n'est pas dans ça, il n'y a pas eu de dialogue. Et dès la prise de pouvoir du président, il n'y a qu'à eu ce côté-là où les syndicalistes, il faut qu'ils restent dans l'entreprise, c'est très bien dans l'entreprise. Par contre, laissez-nous à un moment donné faire les lois. Et là, on est vraiment... Un peu sévère quand même, je pense, parce que réaliste, sur les retraites, effectivement, il y a le dialogue social entre partenaires sociaux, et ça, c'est très important. Mais il y a aussi le dialogue social. J'ai pas l'impression qu'on était particulièrement partenaires avec le gouvernement. Et juste pour citer sur les retraites, je sais que la CFDT était, comme l'ensemble de l'intersyndicale, très contre la mesure d'âge, mais vous n'êtes pas sans ignorer que l'ensemble des propositions de la CFDT sur les carrières longues, la pénibilité, le minimum de pension a été reprise dans le texte. C'est ce qui fait qu'il y a 6 milliards de mesures sociales dans ce texte. Alors, on ne demandait pas que vous disiez bravo, mais au moins d'en prendre acte pour la bonne information de tout le monde. On peut être très contre une mesure d'âge et penser qu'il y a d'autres moyens de financer le système de retraite, ça on le respecte, mais de ne pas dire qu'il n'y a eu aucune avancée dans ce texte quand même, je pense. Vous avez une intersyndicale unie qui a quitté la table des pseudo-négociations, donc n'essayez pas de dire que certains étaient plus d'accord que d'autres sur cette réforme des retraites, parce qu'on a agi en bloc et qu'on continuera à le faire. On a bien compris que vous étiez encore ensemble et que l'intersyndicale persistait. On va avancer un peu, on va revenir justement en entreprise et on va regarder ce tableau, le taux d'adhésion aux syndicats en 2018. Alors, si on prend un pays comme l'Islande, par exemple, c'est 91%, la Belgique 50%, l'Espagne 13% et la France 8%. Est-ce que vous espérez aussi
regagner des adhérents dans les entreprises. Alors, Pauline l'a déjà dit, ça a continué, c'est toujours à un moment donné, parce que finalement, on a voulu nous cornériser, mais c'est pas pour autant que le travail n'a pas été fait dans les entreprises, et même aussi derrière, on n'a pas été force de proposition au niveau même du gouvernement plusieurs fois. Sur le taux de syndicalisation, oui, on a 8%, mais le système en lui-même français n'est pas le même que chez nos voisins européens. En Belgique, si on n'adhère pas à un syndicat, on n'a pas d'assurance chômage. Voilà. Dans les pays nordiques comme l'Islande, qui a le plus gros taux de pourcentage d'adhésion que vous avez montré, d'adhésion au syndicat, c'est encore autre chose. C'est que derrière, on ne profite pas des mesures négociées par les syndicats si on n'est pas adhérent. Nous, le modèle français, il n'est pas fait comme ça. Erreur ou pas erreur, en tout cas, nous, on le subit pas. Ce qui se passe là actuellement renforce à un moment donné le pouvoir des syndicats, puisque enfin, il a été montré que le syndicat est au centre du travail. À un moment donné, on a été remis en position centrale et tout ce qui est transformation sociale ne pourra pas se faire sans les partenaires sociaux. Et là, la réforme en elle-même, cette intersyndicale, le montre vraiment à un moment donné que quand il y a un sujet qui vient dégrader considérablement les conditions de travail des salariés, l'intersyndicale fait front. Et puis quand on parle de pouvoir des syndicats, je pense que c'est aussi ce que tu veux dire, c'est avant tout le pouvoir des travailleurs et des travailleuses de ce pays. C'est ça dont on discute. C'est pas l'organisation syndicale en elle-même, c'est que nous, aujourd'hui, on est un outil. Est-ce que vous estimez les représenter aujourd'hui, justement ? Oui, on est tous les deux, en tout cas, représentants syndicaux, mais il faut savoir que ceux et celles qui se sont mis en grève, c'est pas uniquement des syndicalistes. Voilà, c'est pas uniquement des personnes qui sont syndiquées. Et nous, ce qu'on essaye de faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'en face, le gouvernement, ils sont organisés. Et en face, ils tapent très fort. On l'a vu, on le voit. Et que donc, nous aussi, moi, ça me fait pas rigoler, en fait. Ça me fait pas rigoler la manière dont on a été méprisé. Mais après, contrairement à ce qui a pu être dit, c'est pas que vous nous comprenez pas. Vous comprenez très bien la situation. La situation, aujourd'hui, c'est que vous voulez faire payer les plus pauvres et que nous, en face, on va pas se laisser faire, on va pas se laisser rouler dessus et que pour ça, il faut qu'on s'organise. Donc, non, on n'a pas perdu. Cette réforme des retraites n'a pas été retirée. Mais le combat, il est loin d'être fini et la crise politique, aujourd'hui, elle est ouverte. Maintenant, il faut que tout le monde comprenne qu'on peut y arriver, mais qu'on y arrivera tous ensemble et surtout que chacun peut être acteur, actrice de la grève et de la lutte. Au-delà des entreprises, vous allez réussir à dialoguer à nouveau, j'allais dire ? Mais bien sûr, d'abord vous avez bien fait de rappeler que effectivement le modèle français fait que ceux qui s'engagent finalement le font pour les autres. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, l'engagement politique et l'engagement syndical a ceci de commun que s'engager pour le collectif, c'est plus si évident et si simple. Et tant mieux qu'il y ait un regain d'adhésion dans les syndicats. Mais encore une fois, il peut y avoir des conflits. Mais quand on résume, on dit parfois la France pays des grèves, c'est faux. Moi je dis la France pays du dialogue social. Dans les dizaines et les centaines d'entreprises, et vous y êtes, et vous-même dans les hôpitaux, vous-même à la SNCF. L'hôpital, c'est le bon exemple du dialogue social où des milliers de postes sont supprimés, où on se fait rouler dessus en permanence. 4000 accords d'entreprise ont été signés sur le télétravail. C'est juste 20 fois plus que ce qui se faisait en 2017. On a parlé du partage de la valeur. On a parlé de l'accord national interprofessionnel sur la transition écologique qui vient également d'être signé. Par exemple, dans ma circonscription, l'entreprise, alors qui est pour le coup une entreprise publique, la Compagnie des Pyrénées, vient de signer un accord sur le télétravail. Mais donc, est-ce que sans grève fonctionne en dehors même de la grève? Alors, sans grève, sans manif, est-ce que on peut quand même encore avancer aujourd'hui ou c'est plus compliqué? Actuellement, on est plutôt contraint. Je pense que le fait de faire grève et cette lutte qui est là depuis le 19 janvier, c'est aussi un échec d'avoir une grève qui dure aussi longtemps. Mais échec, oui, nous, la parole en elle-même, on a demandé à être écouté. Et c'est là où Pauline a raison, on a été méprisé. On a été méprisé et le summum à un moment donné du mépris, ça a été quand le courrier envoyé par l'intersyndicale a été une fin de non-recevoir de la part du président. Toutes les interventions du président, même sur le volet CFDT, à un moment donné, on a été attaqué. Mais à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible qu'à un moment donné, que vous vouliez scinder cette intersyndicale sur des sujets comme ça. Là-dessus, je vous suis pas. Que effectivement, Laurent Berger n'avait pas de mandat pour bouger l'âge légal. Maintenant, je le dis quand même en passant, et vous le savez très bien, les partenaires sociaux gèrent ce qu'on appelle les retraites complémentaires, l'Agirc-Arrco. Et il y a des accords, y compris sur le relèvement et des codes temporels qui ont été signés au niveau de l'Agirc-Arrco. Comment vous pouvez parler de ça alors que des millions de personnes sont descendues dans la rue à l'appel de l'intersyndicale? Oui, mais le problème, c'est que vous pouvez parler de dizaines d'accords d'entreprise, de milliers d'accords d'entreprise. Aujourd'hui, on n'est pas. Si, vous venez de le faire sur tous les accords d'entreprise. Donc on n'est pas des partenaires sociaux. Aujourd'hui, nous, ceux et celles qu'on organise dans la rue, c'est les personnes qui ne veulent pas partir à 64 ans et qui par ailleurs sont descendus dans la rue pour leur salaire, contre l'inflation, contre la destruction des services publics. Donc vous ne nous diviserez pas comme ça par ce petit jeu de manœuvre dont vous avez l'habitude.
d'habitude et ce que pas vous parce avez qu'on n'arrive aussi pas à fait discuter comme au ça. Parlement. Mais simplement, je répondais sur le fait on a été méprisé. Je dis que simplement le ministre du Travail et la Première ministre, pendant plus de 3 mois, ont dialogué avec les partenaires sociaux et tous les éléments sur la pénibilité, les propositions de la CFDT, par exemple sur le travail de nuit, de baisser de 120 nuits par an à 100 nuits, proposition de la CFDT, 50 jours par an pour bénéficier des points de pénibilité sur le 3-8, on est à 30 dans la loi. La retraite progressive, vous êtes de syndicat de la fonction publique, la retraite progressive ouverte dans la fonction publique, les métiers les plus pénibles comme les policiers, les catégories actives, les gardiens de prison, il ne faut plus finir dans la catégorie active pour bénéficier de la retraite anticipée. Vous pouvez me dire à quel âge partaient à la retraite les infirmières en 2010 ? Les infirmières en 2010, elles partaient à la retraite à 55 ans. Avec votre réforme, elles partiront à 64 ans. Non, donc alors, ne venez pas nous parler des métiers pénibles. Elles ont pris le détail. Alors, attendez, on va voir si on est catégorie active ou pas. On va pas refaire le débat des retraites. Johan Je vais me permettre de répondre sur le fait qu'il y a eu des concertations. Ce que je vous dis, c'est dès le début, j'ai dit ça. C'est des simulacres de concertation. C'est-à-dire que vous avez bougé sur une chose, effectivement. Le programme était marqué 65, on a fait 64. C'est pas pour autant derrière que tout le reste a été écouté. Vous nous parlez, oui, effectivement, de mesurettes. Certains ont même été retoqués par le Conseil constitutionnel. Il y en a 6 articles qui ont été retoqués. On accorde de l'importance sur l'employabilité des seniors. On n'a pas été écouté. Et c'est maintenant, après avoir promulgué une loi à la hâte, qu'on veut discuter du travail. Justement, partant de là, aujourd'hui, le combat continue, a priori, contre la réforme des retraites, mais partant de là, il faut avancer. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels vous allez être amené à discuter, voire à négocier ensemble? Il y en a un déjà qui n'est pas fini, c'est la réforme des retraites. Le 8 juin, le 8 juin, il y a la proposition de loi du groupe Lyot. On invite tous les parlementaires à voter cette proposition de loi. Il y a la manifestation du 6 juin où ça doit être massif, où les travailleurs doivent venir. Mais c'est pas fini. Après, derrière, il y a d'autres sujets, effectivement, qui vont arriver. Mais le sujet essentiel reste cette réforme des retraites. Il faut régler ça, sinon on va plus avancer. Moi, jusqu'au bout, et Dieu sait que j'ai reçu énormément de syndicats, de collectifs citoyens sur ce sujet. Effectivement, là, on a un point de désaccord, c'est évident. Effectivement, une majorité s'est opposée à ce texte dans le pays. À un moment, en responsabilité, c'est de dire qu'on veut maintenir dans le temps un système par répartition et qu'on était déjà avec Touraine à 43. Mais simplement, l'agenda législatif, non, 43 ans, vous le savez que si un système était à un moment donné en danger, si le système était en danger, la CFDT elle prend toujours ses responsabilités. Elle l'a fait au niveau de la réforme Touraine, elle l'a fait aussi sur la réforme Fillon, mais là derrière, sur ce genre de mensonge, le système de répartition n'est pas menacé. On parle de quelle somme en milliards? On parle de quelle somme en milliards d'euros? On parle d'un déficit de 12 milliards en 2027. C'est quoi le montant de l'évasion fiscale chaque année? Rapidement, c'est quoi le montant de l'exonération fiscale au grand patronat chaque année? C'est quoi? Non, monsieur, vous nous dites qu'en fait, vous faites ça pour sauver le système. Mais l'argent, il est tout à fait prenable. Non, il suffit pas de dire que c'est la vérité pour que ça la soit. Je vous demande quel est le montant de l'exonération fiscale chaque année. On n'arrivera pas à clore le dossier ce soir. Sur la suite de l'agenda législatif, simplement en 10 secondes, qu'il y a sur la table un projet de loi travail qui va d'abord être discuté entre les partenaires sociaux. Par exemple, moi je travaille sur le CDI saisonnier. On suivra le dossier, on a bien compris que le dossier était plus que brûlant. Merci à vous d'ores et déjà. Nous, ce qui est ici est brûlant, c'est le chronomètre, comme tous les soirs. Il est 18h53 sur France 3 Occitanie. Et vous le savez, l'information de proximité se poursuit sur votre chaîne régionale. Syndicats, retour en force ou pas après cette mobilisation contre la réforme des retraites qui, on l'a bien compris, se poursuit. C'est la question que nous nous posons ce soir. Robin Doro, bonsoir. Bonsoir Patrick. Quelle syndication en Occitanie? Les syndicats, autrement dit, mobilisent-ils beaucoup dans notre région? Oui, bien ce qu'on peut dire, c'est qu'en Occitanie, dans notre région, on a suivi la tendance nationale ces derniers mois. Une tendance qui se traduit donc par un retour vers l'adhésion aux syndicats. Regardez plutôt les chiffres. En ce début d'année, plus 60% d'adhésion à la CGT Haute-Garonne par rapport à l'an dernier, voire même de janvier à mars 2023, c'est plus 300% pour la CGT Hérault. Côté CFDT, même tendance sur les 4 premiers mois de l'année. On a déjà eu autant de nouveaux adhérents que sur toute l'année dernière. Tout cela a été évidemment favorisé par la lutte contre la réforme des retraites. En Occitanie, le mouvement a été très suivi. Si on prend les chiffres des syndicats, on a parfois atteint le palier des 100 000 manifestants dans la rue, comme lors du 1er mai. Une lutte menée par l'intersyndicale, mais
Mais 2 organisations ont tiré leur épingle du jeu. Selon une enquête d'opinion publiée au mois de mars, Laurent Berger et la CFDT ont gagné fortement en popularité. Idem pour Philippe Martinez lorsqu'il était secrétaire général de la CGT. Est-ce qu'il y a des bastions ou des symboles syndicaux en Occitanie, Robin? Oui, on a plusieurs spécificités historiques. On peut citer par exemple Carmaux dans le Tarn, les terres du socialisme et de Jean Jaurès, où le syndicat des mineurs CGT est encore très présent aujourd'hui, même 26 ans après la fermeture des mines. Et puis évidemment, comment ne pas évoquer Airbus, le premier employeur de la région, avec 28 000 salariés en Haute-Garonne. Historiquement, c'est Force ouvrière qui est le premier syndicat dans la société, mais ces dernières années, la CGT y a fait son trou, bénéficiant entre autres de tensions en interne vis-à-vis de FO, après par exemple le refus de soutenir une grève de la branche Airbus CSE en fin d'année dernière. Bref, malgré l'unité affichée dans la rue, il reste encore une concurrence entre les organisations syndicales. Merci Robin. Alors vous venez d'évoquer justement l'exemple d'Airbus avec la CGT et FO entre autres. Est-ce qu'il y a quand même, malgré cette intersyndicale actuelle, une concurrence au sein des entreprises entre vous? C'est pas tant de la concurrence. Non, mais voilà, c'est normal. Il n'y a pas de syndicat unique. On est comme là, il y a 8 organisations syndicales qui sont présentes sur le côté intersyndical. Mais chacun, on a nos spécificités et nos façons de mener à un moment donné des luttes et des combats. Là, vous parliez des sujets qu'il peut y avoir après. Il y a un gros sujet sur l'organisation du travail qui va avoir lieu. On a des sujets à un moment donné sur la représentativité au niveau des CSE, redonner un peu plus de proximité pour les élus, remettre des CHSCT, des vrais CHSCT, puisque les ordonnances Macron en 2017, à un moment donné, ont supprimé aussi beaucoup de pouvoirs pour les élus et ont supprimé une quantité indénombrable d'élus qui fait que du coup, vous pensez le travail, mais sans les travailleurs, et nous, les syndicats, à un moment donné, on a besoin, à un moment donné, de travailler. On les a sentis, Benoît Mordet, on les sent, entre guillemets, blessés, les syndicats, ils s'estiment méprisés. Mais quel gage vous pouvez leur donner, vous, aujourd'hui, représentant de la majorité présidentielle? Vous faisiez allusion aux ordonnances Déjà, travail. j'aimerais savoir, est-ce que le 8 juin, vous allez voter cette loi ou pas? Là, on répond quand même à la question. Non, mais c'est important de le savoir. Le CSE, donc les ordonnances travail auxquelles vous avez fait allusion, je pense qu'ont eu l'épreuve du feu avec le Covid, et ça a quand même plutôt fonctionné. Je vous invite à venir dans quelques entreprises, ça n'a pas très bien fonctionné, ça a a été très compliqué. Vous êtes au courant de l'augmentation du nombre d'accidents de travail, le pourcentage depuis la suppression des CHSCT? Vous m'enlevez de la bouche, parce que j'allais parler justement de l'accord qui vient d'être signé, vous n'ignorez pas, sur accident du travail, maladie professionnelle, parce que, vous savez, les sujets de pénibilité, par exemple, quand on a une circonscription, il y a eu une augmentation ou pas? Qui travaille dans une usine, il me dit le risque chimique a été supprimé. Mais là, c'est pas un risque de pénibilité, le risque chimique, c'est un risque pro. Est-ce que depuis la suppression des CHSCT, il y a eu une augmentation ou pas des accidents de travail dans le privé? Les accidents du travail, effectivement, progressent, on s'en satisfait pas. Depuis la suppression des CHSCT. Alors vous faites un lien que je ferai pas pour autant, parce que il y a aussi un aspect aussi. Même si je nie pas, effectivement, il y a des branches qui sont plus accidentogènes que d'autres. Il faut pouvoir avoir ces démarches de retour d'expérience là-dessus. Mais vous voyez, est-ce que le dialogue va pouvoir se réinstaurer entre vous? En fait, il n'y a pas de dialogue. La question aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de dialogue parce que... On y arrive à peu près. On y arrive à peu près, mais parce que quand on pense que le mot conflit est un gros mot, que le mot grève est un gros mot, en fait, il n'y a pas de dialogue. C'est qu'aujourd'hui, pour prendre l'exemple de l'hôpital, à chaque fois que on arrive à sauver des postes, c'est pas en allant mendier à la direction, c'est en instaurant le rapport de force. C'était l'objet de ma question de tout à l'heure. On le voit au CHU Toulouse. C'est qu'aujourd'hui, nos intérêts, ils sont contradictoires. Vous pouvez dire l'inverse, mais nos intérêts, ils sont contradictoires. Nous, on se bat pour la majorité des travailleurs, des travailleuses, des sans-emploi, des jeunes. Donc oui, il y a une intersyndicale forte sur la question des retraites, mais c'est pas venu d'en haut, c'est aussi venu d'en bas, parce qu'il y a une pression qui s'exerce à l'unité face au rouleau compresseur qu'on a en face de nous. Et l'appel que nous on passe, c'est que oui, il faut s'organiser. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut continuer dans l'unité avec nos différences. Mais vous êtes prêts et à bien sûr, on continuera. Je vous laisse pas dire que nos intérêts sont contradictoires. Nous nous battons pour le plein emploi dans ce pays. 1 700 000 emplois créés, 850 000. L'emploi, c'est un statut. C'est le travail, vous avez c'est raison. le plus important. Le travail et les travailleurs. Merci à tous. Le rapport au travail a bougé. Merci à tous, en tout cas, d'avoir essayé de dialoguer ce soir sur notre plateau, mais on y est quand même arrivé. Si ça peut vous faire plaisir. On y est arrivé. Merci à vous. Demain, on parle d'un tout autre thème. La résurgence de l'épizootie de grippe aviaire. Va-t-on réussir à s'en débarrasser? Bonne soirée sur France 3.